Ok, alors on va faire un travail avec des bestioles comme ça. Vous pouvez taper éventuellement ceci dans Google, Walking Cat et entre guillemets public domain, et vous allez chercher les images. Je n'ai rien précisé dans les outils de recherche, j'ai pas précisé que je veux des images de haute qualité ou quoi que ce soit. Non, j'ai juste tapé Walking Cat et public domain entre guillemets, et je suis passé à la partie images de Google. Vous êtes bien entendu dans un logiciel de navigation web sérieux, style Firefox, Chrome ou quoi d'autre, Opera peut-être, mais en tout cas pas Explorer, que nous allons éviter comme la peste. Eh oui. Et alors, je trouve ici des images de chats en train de marcher. Ce sont des vieilles images. Vous les trouvez peut-être pas au même endroit chez vous, en fait. Hein. Ah oui, il y en a plein d'autres, en fait. Il y en a une qui est grande ici. Je vais faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Le voilà. Ensuite, je vais cliquer sur afficher l'image. Voilà. Donc, c'est minuscule, en fait. Elle est minuscule. Je vais peut-être revenir un peu en arrière. Après avoir fait afficher l'image, je vais revenir en arrière et je vais demander ici à Google « Recherche par image ». Et Google va me trouver partout sur le web cette image-là, quand je clique ici sur toutes les tailles. Ah, quand même, il y en a une plus grande, je crois. Celle-ci doit être plus grande. Non, même pas. J'ai rien dit. Elle n'est pas plus grande. Donc le maximum pour cette image-là, visiblement sur le web, c'est 758 sur 294. C'est pas très grave, de toute façon, parce qu'on va s'en servir pour, comme modèle, en fait. Hein. Ok, donc vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, ces images-là, vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vu ça, sans doute. Hein, ça date du début de la photographie. On s'est servi de la photographie comme outil scientifique pour analyser la manière dont les êtres vivants fonctionnent. Et donc, c'est un système notamment de déclenchement avec des ficelles qui servaient à déclencher des flashs. Donc, c'est vraiment les tout débuts de la photographie. Et il y a deux personnes qui sont très, très connues pour ça. C'est Muybridge et l'autre, c'est Marais, je pense, qu'il s'appelle. On avait parlé de ça déjà, non? À la formation Photoshop, non? Voilà. Et la chronophotographie. La chronophotographie, Édouard Muybridge et Étienne Jules Marais. Donc ces images sont forcément dans le domaine public. Ça fait très longtemps que c'est fait. Ça date de quand? D'ailleurs, c'est drôle. Exactement. Bon, en 1882. Ah oui, il y avait aussi le fameux fusil photographique. Ok. Bon, ben vous avez téléchargé cette image-là et on va l'ouvrir dans Illustrator. Donc, nouveau document par fichier ouvrir, parce qu'attention, on avait dit, hein, si vous faites fichier ouvrir et vous ouvrez une image directement dans Illustrator, vous allez avoir les palettes qui vont être complètement vides. Alors, je préfère démarrer un document Illustrator avec un profil de document ici. Alors, je vais prendre RVB de base. Tiens, oui, RVB de base, format A4 horizontal, c'est bien. OK. Et j'importe l'image, fichier importé. Et je trace sur l'image. Ça n'a pas toujours été possible de tracer comme ça dans Illustrator. Maintenant, on peut, comme dans InDesign, faire un cliquer-glisser pour définir la dimension de l'image. Avant, on ne pouvait pas, il fallait cliquer, puis la redimensionner. Donc, les choses s'améliorent. Bien, ça va être mon image modèle. Donc, le calque qui contient cette image, je vais le verrouiller. Et je vais créer un nouveau calque. Et je vais travailler sur ce nouveau calque. Bon, j'enregistre l'image, je vais appeler ça chat marchand.
C'est un peu plus difficile à avaler que les chamallows, mais pour le contexte ici, ça nous convient mieux. Le chamallow n'est pas assez complexe. Je rigole. N'importe quoi. Donc, chat marchand, par exemple, voilà. Et je m'en vais zoomer. Alors, vous allez choisir une bestiole qui a la queue qui se détache bien. Avec les pattes aussi, tant qu'on y est, qui se détachent bien. Voilà. Oh, en voilà un beau. C'est le même que l'autre, mais dans une position différente, c'est pas mal. OK. Et je vais me servir de ça comme modèle, en fait, hein, pour éviter de devoir dessiner un chat au crayon. Tout à l'heure, j'avais essayé et on m'a dit que c'était un écureuil, donc... Désolé. Non, ben, j'avais pas vraiment essayé de le faire bien. Enfin, c'est ce que je dis. OK. Alors, on va faire ça en plusieurs parties. Est-ce que vous avez repéré votre chat? Pas de problème? Bien. Alors, on va prendre pas la plume, on va essayer au crayon. Oui, au crayon. Le crayon s'est beaucoup amélioré depuis la version CC, donc vous avez encore de la chance. Avec CC, le crayon s'est amélioré. Alors voilà, je vais dessiner au crayon ici la tête du chat comme ceci, donc sans son cou. Voilà. Bien. Bon, je peux lui donner une couleur de fond si je veux. OK. Ensuite, je vais dessiner le cou. Comme ça. Je peux aller ajuster avec la flèche blanche parce que, bon, je crois que j'ai un peu raté le coup. Donc je clique à côté de tout avec la flèche blanche, puis je viens cliquer sur les points et je réajuste éventuellement. Mais on pourra encore ajuster ça après. OK, voilà le coup. Bien. Et là, vous reconnaissez évidemment l'œsophage. Je rigole, n'importe quoi. Donc, nous allons maintenant créer une forme pour le reste du chat, éventuellement. Ou pour les pattes, oui, il va y avoir une forme pour les pattes, et puis il y aura le corps du chat. D'abord le corps du chat. Sans la queue. Alors, vous ne faites pas ce qu'on a fait hier pour la voiture, vous ne fusionnez pas les formes en une seule. Tiens, on croirait voir un chat à mémère avec un manteau sur le dos. OK, donc je vais maintenant créer les pattes. J'enlève l'œil en face de la dernière forme que j'ai faite parce qu'elle m'empêche de voir ce que j'ai fait. Et pattes. Ça me rappelle que j'ai eu en formation une Brésilienne qui m'avait raconté que elle avait appris un jour que son boucher vendait des chats à la place des lapins. Marrant, ça. Donc, moralité de l'histoire, quand vous achetez un lapin, il vaut mieux que la tête y soit. OK. OK, ça marche. Ne faites pas la queue. Juste ça. Amusant. C'est la silhouette du chat qui m'intéresse en fait à la fin. Je veux pas voir les pattes qui se détachent du corps, etc. Juste la silhouette.
Donc ici, contrairement à ce qu'on avait fait hier pour vous simplifier un peu la tâche, ici j'ai mis tous les tracés dans le même calque. Mais si tu as fait un calque par tracé, c'est pas du tout un problème. C'est pas tout, c'est parfait, mais Bien, ben, je vais faire la queue maintenant. Mais pour la queue, je voudrais me faciliter la tâche et je vais donc faire ceci. Regardez, c'est l'occasion de voir la technique. Pour la queue, je vais prendre le crayon et je vais tracer une ligne qui fait la queue, comme ceci. OK. Et je vais lui donner une couleur de contour, pas de fond. Oui, parce que si je donne une couleur de fond à cette queue, ça va faire un truc bizarre. Oui, un peu ça, j'en ai plus besoin, en fait. Si je donne une couleur de fond à la queue, ben voilà ce que ça fait, logique. Hein, un peu foireux ici, donc. Donc, pas de couleur de fond, par contre une couleur de contour. OK. Et une épaisseur, je vais lui donner une épaisseur. Donc, on a une épaisseur ici, au menu fenêtre contour. Voilà. Ensuite, je vais dire que le bout de la queue n'est pas coupé comme ça, mais ça va être rond. Et donc, ça va se faire dans la palette contour, menu fenêtre contour. Dans la palette contour, je vais demander d'afficher les options. Et je vais dire, tiens, le bout, c'est rond plutôt, voilà. Plutôt que d'être carré comme ça, c'est plutôt rond. OK, ben, essayez déjà de faire ça. Vous faites pour la queue, vous faites un trait au crayon. Vous lui mettez une couleur de contour, une épaisseur, et vous dites que le bout est rond. Et puis pour la suite, on va voir comment on va s'en sortir. Voilà, vous enregistrez. Alors, voyons un peu ce qui se passe. Je vais dupliquer le calque, en fait, pour garder celui-là en backup. Donc, je prends le calque du dessus, je l'amène sur le bloc de feuilles, j'obtiens une copie parfaite. L'original, je vais le verrouiller et enlever l'œil. Comme ça, c'est ma sécurité. C'est mon backup. D'ailleurs, je vais le renommer. Mon backup de sécurité. Voilà. Et donc, je vais travailler sur le calque du dessus. Donc, vous avez vu, j'ai dupliqué le calque. Le calque original, je l'ai verrouillé et j'ai enlevé l'œil en face. Donc, je ne peux plus travailler sur lui et je ne le vois plus. C'est important, c'est là que les stagiaires, en général, se plantent. Ils gardent le calque affiché et puis pour la suite, on a deux chats superposés, on ne comprend rien à ce qui se passe. Donc, n'oubliez pas d'enlever l'œil. c'est bien. Donc, ce que nous avions fait hier, c'est fusionner plusieurs formes. Voyons un peu ce qui se passe si on le fait ici. Est-ce que ça va fonctionner? J'avais sélectionné tout et avec le Pathfinder, je vais dans le menu fenêtre Pathfinder. Je fusionne. Zarbis, hein? J'annule. Donc, j'ai sélectionné toutes les formes. Avec la flèche noire, j'ai englobé toutes mes formes. Bon, je pourrais aussi cliquer sur la cible ici du calque et ça sélectionne tout. Vous voyez le petit carré ici? Ça indique que tout est sélectionné sur le calque. Ah oui, parce que si je sélectionne qu'une seule chose, là je viens de cliquer avec la flèche noire et je sélectionne une forme du calque, le carré est petit. Si je sélectionne tout, le carré est grand. C'est ça la différence. Quand tout est sélectionné sur un calque, il y a un grand carré ici, comme ça. Bon, c'est subtil, mais c'est comme ça. Bon, donc tout est sélectionné. Et si j'utilise maintenant le Pathfinder pour réunir, bah, ça me fait un truc bizarre. En fait, oui, ça marche, hein, la forme du chat, OK. Et ça a pris, en fait, c'est la forme qui était la plus au-dessus, c'est-à-dire la queue qui a donné ses attributs à la silhouette du chat. OK. N'y voyez pas, Mandon, la queue qui a donné ses attributs, bon, ça veut rien dire du tout. Hein, ne soyez pas tordu et vicieux. Ne faites pas comme le formateur. OK. Je vous pose une question. Indiscrète sur les queues? C'est un petit collarien, en fait, quand j'ai resté ma peinture, empêcher de lire, donc c'est comment le dire. Ah, mais tu n'as pas besoin de... Donc ta question c'est, quand tu as importé ton fichier lié, et tu voudrais qu'il ne soit plus lié,
Donc, déjà, il faut savoir que ça n'a peut-être pas une importance énorme. Le seul intérêt, ce serait de pouvoir transférer le fichier Illustrator sans devoir transférer la photo avec. Mais pour la suite, ça va tout à fait fonctionner, en fait. Oui, mais c'est parce que ici, quand je sélectionné mon chat, il m'a directement déplacé Ta photo? Oui, mais attention, ton calque qui contient la photo, il doit être verrouillé. Ça n'est pas censé bouger. Et évidemment. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit lié ou pas, que ce soit incorporé ou pas. Tiens, il se trouve que moi, l'image est incorporée. Ma case liée était décochée dans la boîte d'importation d'image, mais ça n'a aucune influence. Donc, ton problème, c'était ça, en fait. Voilà, voilà. Ok, donc, voilà. Alors, vous avez vu que ça a fait un truc bizarre au niveau de la queue. Clic comme ça, c'est pas génial. Donc, j'annule. Et en fait, je vais demander que ceci, cette forme que je vois ici, il se trouve que c'est bleu cyan chez moi, mais cette forme-là devienne réellement une forme. Parce que pour l'instant, c'est pas une forme. Ce n'est que l'image d'une épaisseur avec des bords arrondis à chaque extrémité. C'est l'image d'une épaisseur sur un contour. Donc, je veux que ça devienne réellement une forme. Je vais en fait faire ce qu'on appelle décomposer. Quand on part de quelque chose qui est très modifiable dans Illustrator et qu'on va vers quelque chose qui sera un peu moins modifiable, on appelle ça décomposer. Donc, je vais décomposer le contour. Yes. Et donc, pour ça, vous sélectionnez uniquement le contour ici et vous allez dans le menu Objet, décomposer. Objet, décomposer. Alors, sur la forme qui est actuellement sélectionnée, qu'est-ce que je décompose? Le fond ou le contour? Ben, le fond, il n'y en a pas de toute façon. Ma forme n'a pas de fond, donc on s'en fout. C'est uniquement le contour, donc les deux peuvent rester cochés. Je clique sur OK, et voilà. Ça m'a créé une forme. Au niveau visuel, rien n'a changé, mais ce n'est plus un contour avec une épaisseur. C'est pour ça qu'en fait, je vous disais, quand on décompose, on va vers quelque chose qui est très modifiable, vers quelque chose qui est moins modifiable. Pour modifier l'épaisseur maintenant de la queue du chat, par la palette contour, ça va plus bien marcher en fait. Mais c'est une forme. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je vais englober toutes ces formes et demander une réunion? Eh bien, là, ça marche beaucoup mieux que tout à l'heure, en fait. Ok, donc vous avez fait la réunion avec le Pathfinder et vous allez maintenant l'annuler. Édition, annuler, réunion. Pourquoi? Ben parce qu'on va faire mieux que ça encore. C'est-à-dire que je vais maintenant recliquer sur l'icône de la réunion, mais en enfonçant la touche Alt. Résultat, visuellement la même chose, mais chacune de mes formes est restée indépendante des autres. On n'a pas créé une forme, on a en fait plusieurs formes qui sont réunies ensemble. C'est ce qu'on appelle une forme composée. Si vous ouvrez le calque et vous voyez qu'il est indiqué, il y a un groupe avec forme composée dessus. Et là-dedans, on a les différents tracés. Donc voilà. Tiens. Il m'a fait un groupe pour la queue, mais c'est pas très grave. Ah oui, c'est parce que le groupe avait été fait auparavant quand on avait décomposé, en fait. Donc c'est normal. C'est pas le fait d'avoir fait la forme composée en enfonçant la touche Alt ici qui a fait le groupe sur la queue. C'était le fait d'avoir transformé le tracé de la queue en une vraie forme par objet décomposé. Mais peu importe. C'est juste pour vous dire, il ne faut pas vous étonner parfois de voir des groupes dans Illustrator, parce que quand on fait des opérations dans Illustrator, il crée des groupes, en fait. Quand vous voyez qu'un nom est indiqué entre le signe inférieur et supérieur comme ça veut dire que c'est Illustrator qui a fait la chose. Par exemple, ce groupe-là, qui est indiqué entre un signe inférieur et supérieur, vous voyez d'office que c'est pas vous qui l'avez fait, le groupe. C'est pas vous qui avez demandé de faire un groupe, c'est Illustrator qui l'a fait tout seul suite à une opération. Voilà, donc pour l'explication, les petites balises, pourquoi est-ce qu'il y a des petites balises. Ok, et donc je peux aller ouvrir ici et sélectionner les différentes parties et je vais pouvoir changer des choses. Par exemple, sélectionnons ça. Je sélectionne pas comme ça. On est d'accord, hein? Je sélectionne avec la cible. On n'est pas dans Photoshop, on sélectionne pas les objets avec en cliquant sur leur nom dans la palette des calques. On les sélectionne avec la cible. Et là, je vais éventuellement pouvoir bouger les choses.
avec la flèche. Et moi, tourner si je veux, avec l'outil de transformation. L'outil de transformation, vous avez une petite cible. Ah tiens, elle ne se voit pas bien ici, mais elle est là en fait. Vous voyez la petite cible? Quand vous êtes passé en outil de transformation sur la patte que vous avez sélectionnée avec la cible ici. Vous êtes passé en outil de transformation. Vous avez une cible, et cette cible, on peut la placer au centre de rotation. Bon, il se trouve qu'elle est de couleur cyan, c'est pas génial. Pourquoi est-elle de couleur cyan, cette cible? C'est ennuyeux parce que mon chat est également cyan. Je vais changer la couleur du chat, en fait. Pas du contour, du fond. Voilà. Ok, donc j'en étais à dire, je sélectionne par exemple la patte avant ici uniquement. Je suis avec l'outil de transformation, je peux déplacer la cible, là on la voit, pas de problème, on la voit. Et ça peut tourner. Donc je peux m'éloigner de l'image en fait, hein, je peux faire différent. Ok. D'accord. Donc, une forme composée, c'est-à-dire un pathfinder, mais en gardant les formes modifiables séparément chacune. C'est donc un espèce de groupe. C'est un espèce de groupe particulier. OK. Alors, pour avoir accès à chacune des formes qui sont là-dedans, bon, bah d'abord, c'est une forme composée, donc mettre des couleurs différentes, je ne crois pas que ça va être possible, en fait, hein, puisque c'est censé être la même forme. Non, hein, si je sélectionne avec la flèche blanche n'importe laquelle de ces formes, et que je lui mets une couleur, ça se met sur tout, en fait. On est d'accord? Je vais encore tester comme ça. Tiens. Bon, et là, il veut même pas. Bon. Donc, voilà. C'est censé être le même objet. Alors, si je veux avoir accès à chacune des formes qui composent cet objet, je vais aller utiliser la flèche blanche plus, ce qu'on appelle l'outil de sélection directe progressive. Outil de sélection directe progressive, c'est vrai que par la palette des calques avec les cibles, je peux activer un ou plusieurs objets. Clic, CTRL-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac pour sélectionner des objets qui sont éloignés dans la palette des calques l'un de l'autre. Ou alors, clic, majuscule clic. Oui, ça revient au même en fait. OK. Mais donc, l'outil flèche blanche plus, je peux aller cliquer sur chacune des formes. C'est ce qui permet d'avoir accès à l'intérieur d'un groupe. Voilà. Par exemple, ici, je vais élargir un peu le pont de la bestiole. Voilà. Les chats étaient plus maigres à l'époque, visiblement. Hop. Donc, flèche blanche plus. Je vous l'avais déjà dit qu'on l'obtient également quand on travaille avec la flèche blanche et qu'on enfonce la touche Alt. Donc, c'est une espèce d'état intermédiaire entre la sélection de l'objet entier et la sélection des points. Je sélectionne des morceaux d'un groupe. Alors, tu essayes avec la flèche blanche de modifier une chose ici. Tu l'as peut-être d'abord sélectionné avec la flèche blanche plus, c'est ça? Et ça apparaît comme ça. Et puis avec la flèche blanche, tu essayes d'aller modifier les différents points. On est d'accord, c'est ça? Parce que de toute façon, si j'attaque la flèche blanche avec la flèche blanche cet objet, il va bouger entièrement. J'annule.
Parce qu'en fait, avant d'utiliser la flèche blanche, il faut cliquer à côté pour désactiver, et puis je peux aller revenir sur le tracé et aller bouger un point par rapport à l'autre. Ah ben oui, c'est un truc habituel. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Le Pathfinder Réunion, mais utilisé de manière à créer des formes qui sont encore modifiables les unes par rapport aux autres. Ok, alors quelque chose qui pourrait vous aider à ce stade-ci, mais je vais voir ça dans quelques minutes. D'abord, on va mettre un motif dans ce chat. On va sélectionner l'entièreté du chat, donc soit avec la flèche noire, je clique sur la forme composée ici, soit je clique sur la cible ici, et on va les mettre un motif dans le fond de ce chat. Parce qu'attention, parce que les motifs, on peut aussi les mettre sur les contours, mais ici c'est dans le fond. C'est la case de fond qui est en avant-plan. Et je vais aller chercher des motifs dans le bas du nuancier, dans la bibliothèque ici. Motif. Alors, voyons un peu qu'est-ce qu'on a. Motif donc motif nature feuillage, par exemple. Et donc voilà les feuilles qui arrivent. Donc, dans le bas du nuancier, dans la liste motif, nature feuillage. Ça va, tout le monde trouve? Ok. Donc, je dis ça parce qu'en général, il y en a qui vont essayer d'aller dans la rubrique nature. Mais en fait, non, ça, ce sont des couleurs. Ce sont des nuanciers de couleurs. Donc, c'est bien motif nature. Ok, je vais cliquer sur les différents motifs. Et évidemment, ils s'ajoutent aux nuanciers du document au fur et à mesure que je les utilise, mais c'est pas très grave, ça ne mange pas de pain. Voilà. Vous choisissez n'importe quoi comme motif, c'est bon. Et vous voyez que le motif se met dans votre forme comme si il s'agissait en fait d'une seule forme, hein. Aucun problème. C'est une forme, hein, c'est une forme composite. Bien. Bon, alors, cette forme étant sélectionnée, je voudrais redimensionner le motif. C'est toujours la question. Alors, il y a des touches qui permettent de faire ça. En enfonçant des touches au clavier, on peut redimensionner le motif, mais ça ne marche pas bien. Et donc, ce que je vous propose plutôt, c'est, en ayant donc cette forme sélectionnée, aller double-cliquer sur l'outil de transformation manuelle. Voyez un peu. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. L'outil de... Tiens. Normalement, il aurait dû... Outil de transformation ici, voilà. Attendez un peu. Bon, ça me reviendra peut-être, mais voilà, l'outil, on a des outils de transformation, mise à échelle, rotation. Je vais commencer par une mise à échelle, modifier la dimension du motif, donc je double-clique sur l'outil mise à échelle. Et là-dedans, vous avez deux options. Transformation d'objet et transformation de motif. Les deux pourraient être cochés, comme ça je pourrais redimensionner mon chat avec son motif. Le motif resterait à la même dimension par rapport au chat. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Je voudrais travailler uniquement sur le motif. Donc je coche uniquement transformation de motif. Je peux cocher la case aperçue. La case aperçue, si vous n'arrivez pas à la cocher, c'est peut-être bien parce que votre forme n'est pas sélectionnée. Et là, je vais faire une modification uniforme. À la place de 100, par exemple, je vais indiquer 50. Touche tabulation pour valider. Oui, ne faites pas comme certains qui vont chaque fois cliquer sur OK, puis qui reviennent chaque fois pour modifier. La touche tabulation, ça sert à valider des choses qu'on a mis dans un cartouche, dans une boîte. 25, touche tabulation, etc. OK. Donc, le chat ne change pas de dimension parce que transformation d'objet n'est pas coché, mais le motif change de dimension. OK. Alors, si vous revenez dedans,
ça remet 25. Ça veut dire que ça fait 25% sur quelque chose qui est déjà à 25%. Il faut le savoir. C'est comme ça que ça marche. Mais j'annule. Bien. Tourner le motif, ben, ça va être l'autre outil. Je vais double-cliquer sur l'outil de rotation ici. Et toujours avec la case aperçu coché, transformation de motif coché, pas transformation d'objet, je vais pouvoir tourner le motif. Donc ça, c'est une méthode assez simple pour tourner et redimensionner les motifs. C'est ces deux outils-ci utilisés avec l'option transformation de motif coché uniquement. Bon, c'est déjà pas mal ça, d'arriver à redimensionner et tourner un motif. Donc, au niveau du motif, quand tu zoomes, tu vois les raccords, en fait. C'est ça que tu dis? Ok, moi je les vois pas, mais c'est vrai que parfois on les voit. C'est comme dans la JPEG, on n'a pas les voir, donc de vous aussi. Oui, tu les vois dans le JPEG? Ouais. Ça, c'est que le motif n'a pas été super bien fait. Normalement, oui, je les vois aussi ici. Ça doit être lié à la manière dont le motif a été créé, ça. Mais est-ce que c'est vraiment un raccord, ça? Tu as utilisé le même motif que moi, non, un différent peut-être? Moi, j'ai utilisé le motif comme léopard. Ok, je vais essayer d'autres ici. Léopard. Jaguar, par exemple. Jaguar. Ah oui, jaguar, c'est dans les animaux. Voilà, jaguar. Bon, ceci dit, le jaguar, à mon avis, est un léopard d'Amérique du Sud. C'est la même chose. Mais bon. Et donc, tu as un problème. Ah oui, là, voilà, là. C'est beau. Oui. Donc, oui, c'est ennuyeux, ça, en effet. En principe, ça ne devrait pas se voir à l'exportation. Et tu me dis que quand tu exportes en JPEG, ça se voit. Je fais qu'on vérifie si ça ne voyait pas, ça se voit. Alors, au niveau des paramètres des effets, si on passe en 300 pixels par pouce, ça ne change pas grand-chose au motif. Donc, malheureusement, je crois que là, ça va se voir. Et en fait, il y a même des problèmes de raccord dans le motif comme ça. Ouais, c'est un motif, en fait. C'est le motif qui n'est pas super bien fait. Ouais. Bon. Ok. Alors, vous avez votre bestiole et vous voudriez à nouveau modifier des vecteurs, mais ça commence à devenir un peu la foire pour s'y retrouver là. Donc, vous avez la possibilité, vous le savez, vous avez la possibilité de passer en affichage par tracé. Comme ça, vous modifiez les tracés, c'est facile, on voit les constructions, débarrasser des couleurs, des motifs, etc. On voit vraiment uniquement les constructions de la bestiole. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'un chat a une anatomie un peu bizarre. La queue, elle est attachée comme ça dans le corps. Donc je rigole, n'importe quoi. Ne faites pas attention à la bêtise. Ok, affichage aperçu, c'est une solution. Mais il y a mieux que ça. Alors il faut que je vous explique que jusque la version 3 de Illustrator, et je parle de quelque chose qui date de 1993 à peu près, donc ça date, ça fait 21 ans. Eh bien, jusqu'à la version 3 de Illustrator, on ne pouvait pas travailler dans Illustrator en ayant les couleurs affichées. On devait travailler les vecteurs et puis on passait en couleur, on voyait ce que ça donnait. La version 3 de Illustrator a amélioré les choses. C'est à partir de là, 1993, qu'on a pu commencer à travailler dans Illustrator avec les couleurs affichées. C'était génial, on n'en revenait pas. On a fait la fête pendant 3 semaines, on a couru tout nu dans les grues, etc. Tellement on était contents. Sauf que c'était uniquement sur Windows. Ceux qui travaillent sur Mac, ils ont bien râlé parce que la version 3 sur Mac, elle était restée avec le problème qu'on pouvait travailler les illustrations qu'en affichage par tracé. Il a fallu attendre la version 4 sur Mac pour avoir ça.
cette fonction qui existait. Donc, il y a eu un moment de l'histoire de Illustrator quand Adobe a commencé à porter ses logiciels sur Windows, où les logiciels sur Windows, il fallait bien qu'ils fonctionnent mieux que sur Mac. Donc, pour quand même qu'il y ait un truc qui marche bien sur Windows, et voilà. Et donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est cette bonne vieille technique qu'on utilisait avant la version 3, c'est-à-dire afficher l'image dans 2 fenêtres. Alors, allons-y. Vous allez comprendre d'où je veux en venir. On est en train de travailler sur une image qui s'appelle Chat Charmant-04 chez moi. Je vais aller dans le menu Fenêtre et je vais demander Nouvelle fenêtre. Donc, j'ai maintenant une nouvelle fenêtre. On a 2 fenêtres ouvertes sur le même document. D'ailleurs, on a un petit 2.1 ici et 2.2 ici. OK. Et je vais détacher les fenêtres. Alors, je vais peut-être demander de les mettre côte à côte. On va voir ce que ça va donner. Menu Fenêtre, Disposition, Mosaïque. Menu Fenêtre, Disposition, Mosaïque. Ça n'a pas marché parce qu'avant, il fallait que je les détache. Menu Fenêtre, Disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Donc, menu Fenêtre, Disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Voilà, donc j'ai des fenêtres flottantes. Bon, ici, c'était facile, il n'y avait que 2 documents. Imaginez si vous en avez 20 ouverts dans Illustrator. C'est quand même plus facile, cette fonction. Fenêtre, disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Et alors, vous allez dans le même endroit, fenêtre, disposition, et vous demandez à ce moment-là mosaïque, et vous avez les 2 fenêtres affichées côte à côte. Une à gauche, une à droite. Bon, ça suppose que vous n'avez pas d'autres fenêtres ouvertes dans Illustrator. Je veux dire, il fallait qu'un seul document ouvert. Si vous en aviez encore d'autres qui traînaient derrière, ça vous ennuie un peu. OK. Alors, je vais me débarrasser de toutes les palettes, sauf la palette des outils, donc je vais les sortir de l'affichage. Voilà. Vous connaissez le système? Ceux qui ont vu la Photoshop avec moi, le raccourci pour se débarrasser de toutes les palettes, sauf la palette des outils. Et évidemment, la palette des options qui est là au-dessus. C'est majuscule tabulation. Donc, si c'est uniquement tabulation, ça enlève tout. Mais si c'est majuscule tabulation, ça n'enlève que les palettes de droite. Et c'est là qu'il y en a certains qui n'y arrivent pas parce qu'ils essayent d'utiliser la touche verrouillage majuscule. D'où la nécessité de ressortir mon super petit clavier pour vous montrer que la touche majuscule, c'est celle-là. Et pas celle-là. Donc, majuscule et tabulation. Donc, j'enfonce la touche majuscule, je la garde enfoncée, puis brièvement, j'enfonce la touche tabulation. Et ça me permet de faire une bascule pour faire apparaître ou disparaître les palettes qui sont à droite. Donc, ça va vous permettre, même si votre écran n'est pas super écran, d'en profiter vraiment parce que vous allez pouvoir temporairement vous débarrasser de plein de palettes comme ça. OK, alors, les 2 fenêtres, elles sont toutes les 2 en affichage aperçu. Eh bien, celle de droite, par exemple, je vais la mettre en affichage par tracé. Affichage tracé. Et donc, je peux travailler sur le chat à droite et voir ce que ça donne à gauche. Ah, c'est génial, ça. Je vais travailler sur le chat à droite et voir ce que ça donne à gauche. Bon, ben voilà, je peux donc travailler sur le chat à droite. Voilà. Et voir ce que ça donne à gauche. Je peux même zoomer différemment. Je peux zoomer sur la tête ici et travailler sur la tête et avoir une vue d'ensemble à gauche. Donc, les facteurs de zoom ne doivent pas nécessairement être les mêmes. OK. Voilà. OK, ça marche? Bon, ça c'est pratique, hein. Quand vous avez vraiment des illustrations complexes et vous voulez les travailler facilement, affichage contour, mais vous voyez ce que ça donne de ce côté-ci. Donc maintenant, voilà. Waouh.
Ok. Bon. Alors, vous avez remarqué que lorsque vous êtes en train de travailler le tracé dans la fenêtre affichée en contour, eh bien, le tracé apparaît dans la fenêtre de gauche. Et en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va demander qu'il n'apparaisse pas. Vous allez dans la fenêtre de gauche et vous allez demander que les contours n'apparaissent pas. Dans le menu affichage, vous demandez masquer le contour de sélection. Donc, précédemment, hier, nous avions été déjà masqué le cadre de sélection, qui est une espèce de cadre qui se met autour des objets sélectionnés, une espèce de transformation manuelle permanente. Mais ici, c'est masquer le contour de sélection dans la fenêtre de gauche. Donc, ça veut dire que dans la fenêtre de droite, je peux travailler les choses. Et dans la fenêtre de gauche, je vois le dessin sans les contours. OK. Voilà. Et je ne veux pas modifier mon tracé. OK. Ah, ça passe. Le crayon ne... Ah, il fonctionne quand même un peu, mais il a fallu le temps. OK. C'est peut-être aussi le réglage ici. Il faudrait peut-être que j'augmente... Voilà, je suis passé de 6 à 20 pixels dans les réglages du crayon. J'ai double-cliqué sur le crayon, je suis passé de 6 à 20 pixels parce qu'en fait, il fallait que je m'approche vraiment très fort du tracé pour arriver à le modifier. Et maintenant, ça marche un peu mieux. Je ne dois pas m'en approcher autant. Donc ça, c'est la limite, le rayon d'action du crayon, à quel point je dois m'approcher du tracé pour arriver à le modifier avec le crayon. Je vous rappelle que dans les options du crayon, j'ai donc coché l'option « Conserver la sélection », mais de toute façon, la sélection ici, je l'ai faite manuellement en la sélectionnant la forme avec la flèche noire. Ceci n'est vraiment utile que quand on fait des traits de crayon et qu'on veut que juste après les avoir faits, ils soient sélectionnés. Mais ce qui est intéressant, c'est modifier les tracés sélectionnés. Voilà. Le crayon sert à modifier les tracés qui sont sélectionnés. OK, OK. Voilà, je viens d'enregistrer le document. On n'a qu'un seul document. On a 2 fenêtres, mais c'est le même document. On est d'accord, hein? Alors, il faut savoir que si je ferme le document et je le réouvre, les 2 fenêtres, elles ne vont pas revenir comme ça. Il faudra les repositionner. Cette configuration, fenêtre côte à côte, ne reviendra pas telle qu'elle. Alors, je sélectionne le chat avec la flèche noire, donc tout se sélectionne. Voyons un peu si on peut le modeler avec un outil un peu plus sympa que le crayon. Donc, derrière l'outil de modification de la largeur des contours, qui ne sert pas ici puisqu'on n'a pas de contour, j'ai un outil de déformation. D'accord ? Cet outil de déformation, il doit y avoir... attendez un peu, je vais double-cliquer sur lui parce qu'il faut que je me souvienne un peu des petites astuces. Maintenez la touche Alt enfoncée pour modifier la taille de la forme. Donc, je vais en fait faire ce qu'Adobe dit, sauf que je vais ajouter ma petite sauce. Alt et majuscule. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est super grand en fait. C'est ça. Il est super grand, l'outil de déformation ici. Ben oui, c'est parce qu'en fait, mon chat est petit. Par rapport à mon format A4, il est fort petit, en fait. Hein. Donc, Alt et majuscule. Je garde enfoncé Alt et majuscule et je bouge en diagonale, en fait. En diagonale, comme ceci, vous voyez? Avec Alt et majuscule, et je peux donc modifier le diamètre de l'outil déformation. Bien. Et donc, avec l'outil qui a un certain diamètre, je vais voir si je peux éventuellement aller modifier les formes qui sont actuellement sélectionnées. Voilà, donc je fais un chat qui a un dos plus rond, par exemple. Voilà. Marrant, ça, hein? OK. La queue, oui, si je veux faire une queue plus fine, voilà. Les pattes, voilà. Alors, Alt, majuscule et diagonale, si je veux vraiment faire du travail tout en finesse. Waouh!
Un chat rhinocéros. in Ah oui, en plus, c'est un chat rhinocéros. Eh, the show it in science thing work in things. Bon, vous voyez, donc c'est vachement sympa ça. Hein. Un outil qui sert à déformer les choses. Ouais, peut-être. Amusant. Bon, la touche majuscule, c'est pour que ça reste vraiment rond, en fait. Hein. Parce que Adobe, il disait touche Alt pour modifier le diamètre de la brosse. Mais moi, j'ai ajouté majuscule pour que ça reste proportionné. Et donc, si je double-clique sur cet outil de déformation, j'ai plein de réglages, notamment la largeur et la hauteur, qui actuellement est la même, puisque j'ai enfoncé la touche majuscule quand je l'ai modifié avec le raccourci. Donc, l'angle, oui, ça c'est quand on a une forme aplatie, l'angle de la forme. L'intensité, oui, si vous trouvez que ça déforme trop vite, il faudra diminuer l'intensité, en fait. Si vous trouvez que quand vous utilisez l'outil de déformation, ça part vite en couille, eh bien, vous diminuez l'intensité de l'outil. Utiliser le stylet, ça veut dire que c'est la force des stylets sur la tablette qui va déterminer la force de l'outil. Si vous appuyez fort, ça va fort déformer. Si vous appuyez très peu, ça va y aller petit à petit déformer assez peu. Il est possible que chez vous, ça ne soit pas accessible, que ce soit grisé si vous n'avez pas le driver de la tablette qui est installé sur l'ordinateur. OK. Alors, et le petit astuce que j'ai cherché, c'est ceci. Hein, quand j'ai double-cliqué sur l'outil, c'est ça qui m'intéressait. Maintenez la touche Option enfoncée avant de cliquer avec l'outil. C'est pour modifier la taille de la forme. Voilà. Donc, c'était ça, la touche Alt. Mais j'ai en plus enfoncé la touche majuscule. Et ce qui ne disent pas, les petits gadgets chez Adobe, c'est que il faut bouger en diagonale pour modifier le diamètre de la brosse. Parce que si je bouge de gauche à droite, oui, ça marche un peu aussi. Ah oui, ça peut marcher. OK, donc outil de déformation. Bon, après, on va continuer à déformer le chat. Et puis, on va lui faire un arbre à chat. Grâce au dessin en symétrie. Il va faire un dessin en symétrie dans Illustrator. Ceux qui font la 3D savent qu'on peut le faire dans les logiciels 3D, qu'on construit des objets en construisant que la moitié d'un objet. Mais on peut le faire dans Illustrator aussi. On fait une petite pause? Allez, petite pause. Bon, ben voilà, je vais fermer la fenêtre de droite qui montre le chat en tracé. Et je vais continuer le travail avec une seule fenêtre. Donc, je peux enfoncer la touche F pour mettre plein écran cette fenêtre-là. Alors attention, il ne faut pas oublier de réafficher les contours dans cette fenêtre-là. Vous vous souvenez qu'on avait demandé de ne pas les afficher. Mais si vous avez oublié ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Avec la flèche noire, vous allez essayer de sélectionner quelque chose, ça ne marche pas. Pourtant, vous arrivez à déplacer les choses. Donc, c'est simplement parce que les contours de sélection ne s'affichent plus. Alors, donc, menu affichage, afficher le contour de sélection. Et là, quand je sélectionne, je vois ce que je sélectionne. OK. Donc, c'est un chat en silhouette, donc un seul motif dans tout le chat, et pourtant on voit que c'est un chat. Ça, c'est une bonne astuce quand vous faites des images de type publicitaire, même si votre image est détaillée avec des ombres, des couleurs et tout, il vaut mieux que si l'élément était vu en silhouette, on le reconnaît malgré tout. C'est-à-dire, voilà, quand vous choisissez des photographies, vous faites une photographie d'un modèle, vous choisissez des photographies pour illustrer une publicité ou quoi que ce soit, il faut que la photographie, si le modèle était en silhouette, on arrive malgré tout à reconnaître ce que c'est. Et c'est le cas avec cette image du chat ici.
On arrive à reconnaître que c'est un chat, même s'il est en silhouette. Et ça, c'est l'idéal. Ça, c'est une règle en publicité pour augmenter la rapidité avec laquelle les gens arrivent à lire les messages. Est-ce que l'élément principal, est-ce que s'il est en silhouette, on arrive encore à voir ce que c'est? Il faut que ce soit le cas. Regardez les publicités. C'est comme ça que ça fonctionne. Souvent. Bon, alors fin de la petite parenthèse ici. Et je vais maintenant enlever l'œil en face du calque qui contient les photos originales. Donc, j'ai un chat qui est entouré de transparence. Vous allez dire, mais c'est blanc. Mais en fait, si c'est blanc, c'est pour éviter que vous fassiez mal aux yeux, mais en réalité, il est entouré de transparence. On peut d'ailleurs demander dans Illustrator de nous montrer la transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous voyez réellement que autour du chat, c'est de la transparence. Bon. Je vais masquer le damier de transparence dans le menu affichage maintenant parce que c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux. Voilà, c'est pas plus mal. Mais donc vous avez compris, c'est pas du blanc dans le fond là, c'est de la transparence, mais on le montre blanc parce que c'est plus facile, ça fait moins mal aux yeux. Donc souvenez-vous que dans le menu affichage, vous pouvez voir la transparence, parfois ce sera utile. Notamment quand vous avez des formes blanches sur un fond transparent. Il faudra bien afficher le damier de transparence pour arriver à voir où sont les formes blanches. Bien. Alors, je vais enregistrer le chat sous un nouveau nom, donc je change ici le numéro à la fin. Et nous allons utiliser Photoshop en renfort de Illustrator, parce que je voudrais faire différentes choses sur ce chat, et Photoshop est plus fort que Illustrator pour ce que je veux faire. Je voudrais repositionner les membres du chat, faire en sorte qu'il soit sur ses pattes arrière levées. Je voudrais mettre un biseau, un effet de biseau, un chanfrein. Photoshop le fait mieux que Illustrator. Peut-être un petit effet de lueur externe également. Tout ça sera modifiable par la suite de toute manière. Et donc voilà, je viens d'enregistrer le fichier du chat. Je vais le fermer dans Illustrator, fichier fermé. Et je vais ouvrir Photoshop. Donc vous gardez Illustrator ouvert. Votre ordinateur permet d'avoir Illustrator et Photoshop ouverts côte à côte, pas de problème. Donc en plus de Illustrator, vous lancez Photoshop. Bon, je suis dans Photoshop. Je vais remettre les palettes en place. Donc ici, les indispensables, réinitialiser les indispensables. Voilà. Et je vais ouvrir l'image du chat, fichier ouvrir. Voilà, c'est cette version-là. Fichier ouvrir. Voilà, ici dans... donc il dit que c'est un fichier PDF que j'importe, parce qu'en fait, Illustrator crée des documents .ai compatibles PDF. On avait été voir ça dans la boîte d'enregistrement d'Illustrator d'ailleurs. On avait vu qu'il y avait une option qui était cochée, créer des documents compatibles PDF. Et donc voilà, c'est pour ça que Photoshop considère qu'il s'agit en fait ici d'un document PDF. Donc, j'ai fait fichier ouvrir dans Photoshop, je suis allé chercher l'image du chat. Je vais demander de recadrer selon la zone de dessin. Non, pas la zone de dessin. Alors, voyons un peu ça. Si je veux recadrer mon chat, il eût fallu que je le recadre dans Illustrator, en fait. Non, mais cadre de sélection, ça va aller, en fait. Il était en zone de support, en fait. Il était comment? En cadre de sélection? Comme ça, oui. Oui, ben, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tiens, tiens, oui. OK. Bien, je clique sur OK.
Et voilà le chat qui arrive dans Photoshop. Recadré, puisque j'avais demandé à l'import PDF zone de sélection. Recadré selon la zone de sélection, ça veut dire que c'est le contenu du document Illustrator qui va définir la taille ici de l'image Photoshop. Bien, si vous zoomez, donc si vous zoomez, mais pour ça je vais d'abord passer plein écran, touche F. Si vous zoomez, vous voyez que c'est pixelisé. Photoshop a transformé le document Illustrator en pixels. Donc le contour du chat est flou, le motif est flou. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ce chat ici ne nous intéresse pas. Si je viens de faire fichier ouvrir dans Photoshop, c'est juste pour avoir une image qui est à la bonne dimension par rapport au chat. Mais on va le supprimer. Donc, le chat est sur un calque, évidemment, entouré de transparence, comme on le voit. Oui, ils n'avaient peut-être pas la même grille de transparence que moi, parce que moi, je l'ai personnalisé pour que ça fasse moins mal aux yeux, en fait. Mais ça, c'est des réglages Photoshop, c'est une autre histoire. Hein. Et on ne sait pas la personnaliser dans Illustrator. À moins que ça ait changé, qu'il y ait la fonction pour personnaliser les grilles de transparence dans Illustrator, mais jusqu'à présent, on ne sait pas, à ma connaissance, je ne pense pas. Et donc, je vais faire ici sélection, tout sélectionner, et puis j'enfonce la touche suppression sur le clavier, et je peux désélectionner. Donc, c'est sélection, tout sélectionner, touche suppression, puis sélection, désélectionner. Bon, et là-dedans, dans cette image Photoshop qui est à la bonne dimension en centimètres, je vais importer le document Illustrator, mais en tant que vecteur cette fois-ci. Ça ne va plus être une transformation des vecteurs en pixels, ça va réellement être des vecteurs. Et pour faire ça, je fais fichier importer. Donc, le principe dans les logiciels, c'est que quand je veux aller chercher quelque chose qui n'est pas de la même nature que le logiciel, je dois l'importer. Ici, je suis dans un logiciel qui travaille les pixels, je suis dans Photoshop. Je veux aller chercher des vecteurs, je ne fais pas fichier ouvrir, je fais fichier importer. Bon, il se trouve que juste avant, j'ai fait fichier ouvrir, mais c'était pour avoir directement l'image avec la bonne dimension. Ok, est-ce que vous avez également les deux options ici? Dans fichier importer, vous avez l'option importer et incorporer, et importer et lier. Vous avez ça? Non? Ok, donc vous voyez, c'est un truc très drôle, ça, en fait. On est tous les deux dans le même Photoshop, Photoshop CC, mais vous ne l'avez pas. À mon avis, vous êtes dans une version légèrement inférieure à la 14.2.1. Si vous allez dans le menu Aide et vous demandez à propos de Photoshop, moi je suis sur un Mac, pour avoir la même chose, je dois aller dans le menu Photoshop et je demande à propos de Photoshop. Qu'est-ce qu'il est indiqué ici? 14.0.0. Ok, donc dans la version 14.0.0, il n'y a pas la fonction pour importer en liant. Vous voyez à quoi ça correspond. Ça veut dire que je pourrais, dans cette version-ci de Photoshop et les suivantes, importer des documents, et en permanence, Photoshop va regarder ce qui arrive à ces documents sur le disque dur. Si ces documents changent, Photoshop va me prévenir, et ça va se mettre à jour dans le document Photoshop. Donc on va faire en sorte, on va faire comme si vous n'aviez pas l'option. Enfin, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, de toute façon. Et donc, je vais utiliser Photoshop, l'importation de documents à la manière ancienne, ancestrale, chamanique. Donc, fichier, importer et incorporer. Et je vais chercher mon document. Voilà. Importer. Et je demande recadrer selon cadre de sélection. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on n'a plus les options qui étaient là. Il y avait plein d'options pour les paramètres de pixelisation. On les a plus parce qu'en fait, ça va rester des vecteurs une fois que ce sera importé. Donc, je fais OK. Et voilà le chat qui arrive. Et je dois valider, soit par le petit V là au-dessus, soit avec la touche Entrée sur le clavier. Bon, alors si je zoome,
eh bien, c'est toujours aussi foireux que tout à l'heure. On voit des pixels. Mais la différence, c'est que j'ai affaire ici à un objet dynamique. Si je regarde le calque ici, c'est un calque conteneur et ça peut contenir des vecteurs. Et c'est ça que ça contient. Ça contient mon document Illustrator. Alors surtout, il ne faut pas changer l'état de ce calque. Ça doit rester un calque conteneur. Si vous prenez le pinceau de Photoshop, par exemple, et vous essayez de cliquer sur le calque, Photoshop vous dit « Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Le contenu ne sera plus modifiable. Pixeliser l'objet dynamique, point d'interrogation. » Eh bien, vous répondez « Non, absolument annulé. » Oui, on a l'impression que c'est un ordre. Vous devez pixeliser. Eh bien non. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir un chat pixelisé comme ça, réellement pourri, et donc les vecteurs vont plus exister, ils vont être transformés en pixels, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure quand on avait fait fichier ouvrir. Alors comment ça se fait que l'image a l'air pixelisée, puisque les vecteurs y sont, le motif y est, bien précis et tout? Mais c'est parce qu'en fait, je vois les vecteurs qui sont dans ce calque, je les vois à travers une image qui comporte un certain nombre de pixels. Je vais maintenant demander à Photoshop de faire en sorte que l'image comporte plus de pixels. Et le fichier Illustrator qui est là va apparaître plus précisément. C'est un peu comme si on avait ici l'image précise d'un chat et on a mis par-dessus une vitre martelée, vous voyez, qui déforme tout, qui nous laisse deviner ce qu'il y a à voir, mais donc on va faire en sorte que ce soit plus précis. Menu image, taille de l'image. On a actuellement une image de 432 pixels sur 167. C'est vraiment très peu. Alors, dans image, taille de l'image, dans Photoshop, vous avez ceci qui est coché, rééchantillonnage. Il faut que ce soit coché. C'est ce qui sert à modifier le nombre de pixels dans les images. Si c'est pas coché, on ne saura pas modifier le nombre de pixels. Ça va rester comme ça, 432 sur 167. Et nous allons augmenter la résolution. Actuellement, on est en 300 pixels par pouce. Eh bien, essayons un peu, voir ce qui se passe si je mets 1200. On voit qu'au niveau du nombre de pixels dans l'image, ça va être multiplié. Donc, je vais avoir combien de fois plus de pixels? En fait, 16 fois plus de pixels. Parce que c'est une résolution, c'est une mesure linéaire. C'est des pixels par pouce linéaire. Si je passe de 300 à 1200, c'est 4 fois plus en distance et 16 fois plus en surface. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, j'ai un chat qui est beaucoup plus précis, 16 fois plus précis. Bien sûr, ce sont toujours des pixels, mais l'image est composée de 16 fois plus de pixels. Et donc, le chat apparaît 16 fois plus précis. Donc, en fait, ce sont vraiment des vecteurs dans le calque conteneur ici, ce qu'on appelle un objet dynamique. Et je le vois plus précis si j'augmente le nombre de pixels dans l'image. C'est important de garder le fichier Illustrator sous forme de vecteur. Alors, vous me dites que ça plante chez vous. Alors, on va vérifier quelque chose. Est-ce que vous avez plusieurs disques durs dans l'ordinateur? Ou il n'y en a qu'un seul? Un seul. Ça, c'est plutôt ennuyeux. Parce que si on avait eu plusieurs, on aurait pu dire que Photoshop va utiliser un des disques durs comme mémoire virtuelle. Bon, ben, il va falloir peut-être... ça, c'est très ennuyeux pour la suite parce que j'ai des exercices où on utilise Photoshop et Illustrator en parallèle. Un peu. Notamment pour la vectorisation. Bon, donc ici, je voudrais faire en sorte que le chat soit relevé sur ses pattes arrière, donc j'ai besoin de plus d'espace au-dessus. Et de toute façon, j'ai besoin de plus d'espace aussi autour parce que c'est pas bien qu'il soit coincé comme ça. Si je mets une lueur externe dessus, elle sera coupée. Donc, je vais prendre l'outil de recadrage. Avec l'outil de recadrage, donc j'ai les cadres qui apparaissent là. Je vais tirer les poignées pour élargir et je vais également monter. Voilà. Là, j'ai largement assez de place pour mettre le chat debout. Je valide le recadrage. Voilà. Et sur cet objet dynamique, je vais aller mettre la marionnette, la fonction marionnette de Photoshop. C'est pour ça qu'on utilise Photoshop ici, c'est parce qu'en fait, dans Illustrator, il n'y a pas encore ça.
Ça pourrait arriver, mais il n'y a pas encore ça. Il y a des techniques pour déformer les choses dans Illustrator, déformation par filet, et notamment déformation par enveloppe. Enfin, ce sont des choses qu'on pourra voir, mais la déformation par marionnette, elle n'existe pas encore dans Illustrator. Donc, voilà, je travaille sur l'objet dynamique et je vais aller dans édition, déformation de la marionnette. À partir de là, c'était désactivé chez moi, mais chez vous, ce sera comme ça. Vous aurez un filet qui va se mettre sur la bestiole. Et je vais le masquer ici, le filet, parce que j'ai pas besoin de le voir. Donc, clic droit, masquer le filet. Et je vais mettre des punaises. Voilà, je punaise la bestiole. Et ça va me permettre de la bouger. Donc, si je prends la punaise ici et que je monte, ben, ça tourne autour de l'autre punaise. Vous voyez? Mais ça, c'est pas génial, en fait. Ça n'a pas grand intérêt. Il faut que je mette plus de punaises pour dire que ceci et ceci restent en place. Et donc, à partir de là, si je soulève le chat par sa tête, ça commence à ressembler déjà à un chat qui est sur ses pattes arrière. Je vais mettre une punaise ici pour pouvoir modifier son corps ici comme ça. Voilà. Donc, ça va être un chat qui va monter sur son arbre à chat. Je mets des punaises si je veux pour modifier la position ici des pattes. Si je trouve que les pattes ici, oui, il y a un problème, elle est trop épaisse, je vais pouvoir le modifier dans le fichier original Illustrator. Je vais pas essayer de régler ça dans Photoshop. Donc voilà, c'est le système de la marionnette dans Photoshop qui vous permet d'adapter des documents Illustrator comme ça. Vous avez fait un truc nickel dans Illustrator, mais vous pouvez encore le modifier dans Photoshop. Ça vous permet aussi d'adapter des images que vous trouvez sur les banques d'images. Donc, ça minimise le risque que quand vous faites une campagne publicitaire, un concurrent utilise exactement la même image que vous. Parce que vous allez chercher une image dans une banque d'images, mais vous l'adaptez à votre utilisation en vue. OK. Tu dis? Le recadrage, je l'ai fait avec l'outil de recadrage ici. Donc, c'est un outil qui, contrairement à ce que son nom indique, permet aussi d'élargir la zone de l'image. Il ne sert pas qu'à recadrer. Bon, j'avais cliqué sur le petit V ici, donc la marionnette est appliquée. Et comme je l'ai appliquée sur un objet dynamique, elle apparaît dans la palette des calques. Ça veut dire que je peux enlever l'œil en face. Voilà, elle n'agit plus. Mais je peux aussi double-cliquer sur son nom et les punaises réapparaissent. Donc si j'avais pas fait ça sur un objet dynamique, s'il n'y avait pas cette petite icône, eh bien, chaque fois que je veux modifier la marionnette, il faut que je remette une nouvelle, avec de nouvelles punaises à remettre, et ça devient à chaque fois plus flou. Donc, il faut absolument, en fait, la marionnette, l'utiliser sur un objet dynamique. Alors, c'est le genre de choses qui vous permettra aussi, dans Photoshop, de faire des GIFs animés, notamment pour faire des petites bannières web. Il faut savoir que ça existe aussi dans After Effects. Vous avez aussi la marionnette et le principe est le même, sauf que ça va plus loin dans After Effects. Vous allez pouvoir condamner certaines zones de l'objet pour indiquer qu'elles ne doivent pas bouger. Absolument. Et évidemment, ce sera animable. Si je voulais faire un chat qui saute sur ses pattes arrière dans After Effects, c'est tout à fait possible et c'est assez facile à faire. OK. Donc voilà, première chose que je peux faire avec cette bestiole. Il va le faire un peu moins gras sur ses fesses. Voilà. Oui, parce que ça sert à ça aussi, la marionnette. Ça sert aussi à faire les gens plus minces, éventuellement. Aussi à changer les expressions sur les visages. On peut faire sourire les gens avec ça. Il y a des gens qui le font. C'est une technique. OK. Et donc, utilisation d'Illustrator pour aller plus loin. Utilisation de Photoshop pour aller plus loin dans un document Illustrator. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre encore? Eh bien, je vais mettre un effet de biseau là-dessus. Un effet de biseau sur le chat, parce que les biseaux, les chanfreins dans Illustrator, c'est vraiment foireux. Ce sont des contours multiples qui se superposent avec différentes épaisseurs. Ça ne marche pas très bien. Et donc, sur cet objet dynamique, je vais mettre... ça pourrait être sur un calque normal aussi, ça marcherait parce que c'est un vieux système Photoshop, menu calque, style de calque, et je vais demander biseautage et estampage. Voilà. Et j'ai donc le paramètre pour mettre un biseau, profondeur, taille, angle de la lumière, etc. etc.
type de contour. Il faudrait changer l'angle de la lumière pour que ça donne bien. C'est les deux ensemble. Je vais garder un contour en diagonale. OK. Et donc, voilà. Les effets spéciaux se sont ajoutés. Bon, je vais redouble-cliquer sur le mot biseautage estampage. Je vais aller modifier notamment la couleur de l'ombre ici. Ça peut être autre chose que du noir. On voit que je viens de faire une ombre colorée. Donc, je viens de double-cliquer sur biseautage, estampage. Ça réouvre la boîte des styles de calque. Je suis dans biseautage, estampage. Je suis allé modifier la couleur de l'ombre. Bien. Si je redouble-clique à nouveau sur biseautage, estampage, je peux aller mettre une lueur externe. Voilà. Ça devient un peu kitsch, mais comme ça, vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire. C'est le genre de choses qui est assez difficile à faire dans Illustrator. Lueur externe, il faudrait que je vois si c'est si difficile que ça à faire dans Illustrator, mais en tout cas, le biseautage, voilà, c'est mieux dans Photoshop ici. Ce sont juste des exemples. Et une fois que j'ai ça, je vais enregistrer le fichier Photoshop. Enregistrer sous. Ah, j'ai oublié un truc. Un calque de réglage par-dessus pour modifier l'intensité lumineuse du motif, voire même sa couleur. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. OK, pour changer la couleur. D'accord. Ensuite, un autre calque de réglage de type courbe pour aller modifier le contraste de ce qui se trouve en dessous. L'intensité lumineuse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Et alors, ça, je vais le récupérer dans Illustrator. Donc, j'enregistre ça au format Photoshop. Et dans Illustrator, je vais le récupérer. Donc, sur le disque dur, vous avez le fichier PSD, maintenant. Et vous avez aussi le fichier Adobe Illustrator que vous avez importé dans Photoshop. Alors, ce fichier Illustrator, il faut surtout, il ne faut pas importer dedans le... Il ne faut pas importer dedans, non, c'est pas celui-là. Bah oui, c'est pas celui-là, c'était le premier. C'est celui-là qu'on a importé, c'est le 7, voilà. 07.ai. Alors le piège, c'est que en fait le document Photoshop, le document .psd que je viens de créer, il faut surtout pas l'utiliser dans ce document-ci. Ça, c'est mon document source que j'ai importé dans le document Photoshop. Si je voulais que dans Photoshop, le chat ait un motif différent à un certain moment, ou une forme différente sur son bord, position de patte ou quoi, eh bien, c'est là-dedans, dans le fichier original, que j'irai modifier les choses. Et je mettrai à jour ça dans Photoshop. Donc, surtout, ce fichier-là, le chat marchand 07, je ne le modifie pas. Maintenant, je n'importe pas le fichier Photoshop dedans. Par contre, je peux créer un nouveau document Illustrator dans lequel je vais importer le document Photoshop. Donc, fichier nouveau document. Donc, on avait dit au profil RGB de base, format A4 horizontal. OK. Et là, j'importe mon document Photoshop. Fichier importé. J'importe le PSD. Voilà, je trace et le voilà. Est-ce qu'il est bien entouré de transparence? Oui. Super. Il est entouré de transparence. Alors, les problèmes de compatibilité profil colorimétrique, c'est pas grave du tout. C'est une autre question, ça, le contrôle de la couleur pour que les couleurs soient super justes. C'est important, mais ça, c'est une autre formation, en fait. Alors, il vaut mieux choisir préféré de profil incorporé, mais
Si l'écran n'est pas réglé, si tu sais pas vraiment ce que tu fais, de toute façon, les couleurs sont pas vraiment justes si tu imprimes, quoi. Donc, voilà. Ça demande une formation complémentaire, ça. Ok, donc le chat dans Illustrator est entouré de transparence parce que dans Photoshop, il était entouré de transparence aussi. J'ai pas fait la gaffe de laisser un calque en dessous, un calque blanc, de le voir sur un fond blanc. Donc c'est parfait, ça. Parce que c'est l'erreur qu'on fait habituellement, c'est de le mettre sur un fond blanc, alors quand on l'importe dans Illustrator, il est sur un fond blanc, en fait. Et ça se voit pas, jusqu'à ce que vous demandiez d'afficher le label de transparence, on voit pas s'il est sur un fond blanc ou pas. Donc c'est parfait. Voyons un peu ça. Je vais supprimer celui-ci, je vais réimporter. C'est parce que tu avais ici dans la boîte, certainement, affiché les options d'importation. Et alors, à ce moment-là, tu as cette boîte-ci. Voilà. Et donc, convertir les calques en objets, fusionner les calques en... non, en fait, on va décocher cette option d'importation. J'ai pas envie que les différents calques Photoshop soient convertis en objets. J'ai pas envie de les fusionner en une image pixel dans Illustrator. Donc, en effet, tu fais bien de le dire. Dans Fichier importer, on va décocher afficher les options d'importation. On va l'importer comme une image tout à fait normale. Comme si c'était une image JPEG, en fait. Oui. Avec, normalement, l'option liée cochée, mais on y reviendra de toute façon. Ok. Bon, ben, à ce stade-ci, je vous propose de nous intéresser à la création de l'arbre à chat. Bon, ok, on refera ensemble ça plus tard, mais je vous montre d'abord la démonstration avec Photoshop. Ok, donc j'ai un document dans lequel je vais utiliser ce chat, un document Illustrator. Et, ben oui, c'est bien, il y a le biseau, il y a l'allure externe qui se voit pas trop ici, mais elle y est. Il y a le motif qui a été changé de couleur, assombri. Enfin bon, c'est nickel, j'ai utilisé plein d'outils Photoshop, c'est bien. Alors oui, quand j'importe ce document dans Illustrator, ce serait bien que l'option liée soit cochée. Parce qu'en fait, on va demander à Illustrator de regarder en permanence ce qu'il arrive au fichier sur le disque dur. Ça veut dire que si je modifie le fichier Photoshop là, dans Photoshop, Illustrator va le voir. Alors, je vais le faire. Je vais dans Photoshop, travailler sur cette image, PSD. Je vais notamment aller changer la couleur. Au lieu de faire vert, je vais le faire de cette couleur-là, grâce au calque de réglage de type teinte saturation que j'ai mis au-dessus du chat, au-dessus de l'objet dynamique. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, je fais fichier enregistré, et de retour dans Illustrator. Illustrator me dit, tiens, les fichiers sont manquants ou modifiés, voulez-vous les mettre à jour? Je réponds oui, et j'ai donc un chat de la couleur que je veux. Ok? Même chose pour le reste, marionnette. Je retourne dans Photoshop, je double-clique sur déformation de la marionnette dans la palette des calques, les punaises réapparaissent, je voudrais un chat avec la queue vers le bas, et je valide. J'ai dans Photoshop un chat avec la queue vers le bas, je fais fichier enregistré, je reviens dans Illustrator, je réponds oui, j'ai un chat avec la queue vers le bas. Donc vous voyez, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la Creative Suite. On peut utiliser les logiciels, l'un complémentaire de l'autre en même temps, sur la même image. J'ai une image dans Illustrator ici que je suis en train de modifier par ailleurs dans Photoshop. Ok. Bon, ça, c'est pas mal. Alors, ce qui serait bien, c'est que le message n'apparaisse pas. Le message qui me demande si je veux mettre à jour. Donc, je vais aller ici dans les préférences d'Illustrator. Ça, vous pouvez déjà le faire aussi. Vous allez dans le menu Édition, Préférences. Moi, je vais dans le menu Illustrator, Préférences, puisque je suis sur un Mac. Et je vais dans Gestion des fichiers et Presse-papier. Gestion des fichiers. C'est les préférences Gestion des fichiers qui m'intéressent. Et alors, je vais dire, tiens, lorsque Illustrator repère qu'une image a été modifiée sur le disque dur, eh bien, il ne doit pas me poser la question de savoir s'il doit la mettre à jour.
il va le faire automatiquement. Donc, vous êtes dans édition préférence, gestion des fichiers. Et ici, à la rubrique mettre à jour les liens, vous demandez automatiquement. Automatiquement, ça veut dire que dès que je vais changer quelque chose sur le disque dur, l'image Photoshop, dès qu'elle sera changée, Illustrator va la changer tout seul. Alors, je teste. Je vais dans Photoshop, je vais aller changer quelque chose ici, notamment encore une fois la couleur. Je vais faire un chat bleu cette fois-ci, fichier enregistré. Je reviens dans Illustrator, le chat est bleu. Il m'a plus mis le message, parce que j'ai dit que les mises à jour des liens, c'est automatique. Je veux un chat bleu avec la queue vers le haut. Je double-clique sur la marionnette dans la palette des calques de Photoshop. Je mets la queue vers le haut. Super queue. Voilà. J'enregistre. Dans Illustrator, j'ai un chat à super queue. Faut que ça vienne. Ça vient pas, pourquoi? Alors. Ah, il a fallu le temps. Pour prendre du Viagra, un gars. J'ai quand même mis 10 secondes avant de lever la queue. Hein. Ça va, ça. Je rigole. Si. Bon. Alors, la suite. Si je veux modifier ce chat qui vient de Photoshop, je peux travailler sur le fichier original Illustrator. C'est pas celui-là, je me suis encore gouré. C'est le 7. Voilà celui-là. Ok, on est d'accord. Ça, c'est le fichier original Illustrator. Qui a été passé dans Photoshop et j'ai importé la version Photoshop dans l'autre document Illustrator. Eh bien, je peux encore aller modifier ceci. Je vais y aller avec la flèche blanche plus, donc l'outil de sélection directe progressive, et je peux donc aller notamment supprimer la patte ici, touche suppression, prendre celle-ci, la dupliquer, touche Alt pendant que je déplace la patte, ça fait un duplicata. On est d'accord? Ça peut être marrant, ça peut faire deux pattes comme ça qui sont parallèles. Celle-ci, je vais la supprimer aussi. C'est celle-là que je supprime. Non, c'est plutôt celle-là. Et celle-là, je vais la dupliquer. Donc, c'est en déplaçant avec la touche Alt. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. Quand on enfonce la touche Alt pendant qu'on déplace quelque chose, ça fait une copie. Même dans la palette des calques, ça marche comme ça. Je vais ici avec l'outil de... Ah oui, transformation plutôt. L'outil de transformation, positionner le centre de rotation quelque part ici et tourner. Voilà. Et voilà, on va dire que ça, c'est le chat tel que je le veux maintenant. On est d'accord? Donc par rapport au chat original, j'ai changé les choses. Je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Je peux changer le nom. Je peux changer le nom parce que quand je l'ai importé dans Photoshop, dans le fichier PSD, quand je fais fichier import, que j'ai importé mon document Illustrator dans le fichier PSD, j'ai pas choisi de le lier. Il est incorporé. Et donc, Photoshop ne regarde pas ce qu'il arrive à ce fichier Illustrator sur le disque dur. Donc, je peux changer son nom. Je n'ai pas utilisé la nouvelle fonctionnalité de Photoshop qui permet de lier les fichiers que j'importe. Ils sont d'office incorporés. Si on l'avait lié, j'aurais dû l'enregistrer sous le même nom et Photoshop aurait tout de suite repéré que le chat était modifié et il l'aurait mis à jour. Et ça se répercutait dans le document Illustrator qui utilise le document Photoshop. Oui, c'est en cascade. Mais ici, je fais différemment. Je l'enregistre sous le mot 08 ou alors 07, je vais dire patte différente. Voilà, 07 pattes différentes. Ok. Petite habitude web, je mets des tirets à la place des espaces, mais c'est pas important. Ok. Document Illustrator enregistré sous le nom donc 07, mais pattes différentes. Et je vais devoir manuellement dans Photoshop forcer la mise à jour du chat. Donc, puisqu'il n'est pas lié le fichier, je vais devoir faire un remplacement du contenu de cet objet dynamique par le nouveau fichier. Remplacer le contenu ici par le nouveau fichier que je viens de faire. Alors, je vous préviens tout de suite, dans le cas de marionnette, ça va faire un truc bizarre. Il va certainement falloir que je refasse ma marionnette.
Donc, c'est typique, hein, la marionnette, quand on modifie l'objet de base assez radicalement, ça part en couille. Ok, donc mon objet dynamique est activé dans Photoshop et je vais demander au menu calque, objet dynamique, remplacer le conflit. Ok, je le remplace par quoi? Je pourrais très bien aller le remplacer par n'importe quoi, par l'image d'une batte de baseball, l'image d'un panier de pommes, n'importe quoi. Hein. Mais bon, il se trouve que je vais le remplacer par un truc qui est le chat modifié. Voilà, je vais chercher mon fichier 07 pattes différentes, importer, recadrer selon cadre de sélection, c'est bon. Ok. Et voilà, ça fait un truc bizarre. Alors je vais jeter la marionnette et on va voir ce que ça fait. Je vais jeter la marionnette parce que elle m'empêche certainement de bien voir les choses. Voilà. Et donc j'ai mon chat qui a été modifié. Il a bien les pattes comme je les ai mises dans le document Illustrator original. Et là, je suis obligé de recommencer la marionnette si je veux le mettre sur ses pattes arrière. Ça, c'est le petit problème avec la marionnette, c'est que ça ne supporte pas que la géométrie de l'objet change beaucoup, en fait. Hein. Voilà. Ok. Hein? Je mets à jour le fichier chat marchand 07 PSD. Je le mets à jour sur le disque dur. Là, je ne change pas le nom parce que je sais qu'il y a un document Illustrator dans lequel je l'ai importé en lié. Je fais fichier enregistré. Dans Illustrator, voilà. Il s'est mis à jour tout seul puisque j'avais demandé que la mise à jour se fasse toute seule. Il s'est mis à jour tout seul. Donc, voilà, dans Photoshop, j'ai changé sa couleur. Dans Illustrator, ça fait la mise à jour tout seul. Nickel, hein, c'est pas facile, hein, c'est toute une gymnastique en fait. Hein. C'est une petite gymnastique quand même. Je vais ici tenter de faire un petit document qui résume la situation. Ok. On a donc un doc.ai. C'est un document Illustrator. OK. Ce document Illustrator, nous l'avons amené dans un document Photoshop. Il a été dans un document Photoshop. OK. Donc, ceci, c'est un import. OK. Et ce document Photoshop, je l'ai mis dans un autre document Illustrator. OK. Si je modifie le document Illustrator à l'origine, donc je le modifie, je vais le réimporter dans Photoshop. Je vais faire un remplacement à ce moment-là.
remplacer les contenus de l'objet dynamique dans Photoshop. Voilà. Eh bien, résultat, mon document modifié, je le vois dans Illustrator, dans l'autre doc Illustrator. Donc voilà en fait à peu près le schéma. Ça va? C'est ça ou on a quelque chose à rajouter? Donc dans un premier temps, c'est cette partie-là. Dans un premier temps, c'est cette partie-là. Voilà. Et dans un second temps, c'est cette partie-là. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je n'utilise pas, c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que c'est là qu'on risque de foirer. Je n'utilise pas le document Photoshop dans le document Illustrator. Il faut surtout pas faire ça. Utiliser le document Photoshop. Voilà, utiliser le document Photoshop qui contient le document Illustrator, l'utiliser dans le même document Illustrator. Non, il faut surtout pas faire ça. Interdit. On ne peut pas. Voilà. En résumé, la situation. Donc, un document Illustrator original importé dans un document Photoshop. Je le modifie dans Photoshop, évidemment. Je mets la marionnette, je mets du biseau, je mets plein de choses typiques du Photoshop. C'est pour ça que je l'importe dans Photoshop. C'est parce que Illustrator n'est pas capable de tout faire. Et j'utilise ce document Photoshop dans un autre document Illustrator. Si à un certain moment, je veux modifier les vecteurs, je retourne dans le document original Illustrator, je le modifie et je mets à jour le contenu de l'objet dynamique dans Photoshop avec la fonction calque, objet dynamique, remplacer le contenu. Ça, c'est si je n'ai pas utilisé la fonction de lien de Photoshop, évidemment. Sinon, ce sera automatique, la mise à jour. Et cette version modifiée, en fait, ça va se mettre à jour tout seul dans Illustrator. Puisque j'ai importé le fichier Photoshop au départ, je l'ai importé en tant que fichier lié. Illustrator repère qu'il a été modifié à un certain moment sur le disque dur, le fichier Photoshop, et donc la mise à jour, il la propose. Voilà, c'est pas très très compliqué. Je vous enregistre le petit schéma ici sur le disque dur, comme ça vous aurez... Schéma utilisation de doc AI dans PS, puis ce PS dans AI. Voilà, voilà.